Bonjour et bienvenue sur le Troll Savant. Alors j'ai enfin terminé tous les scénarios de la vague 1 de Solomon Kane, le jeu de Mythic Games, qui a mis du temps à arriver, qui était un Kickstarter, qui a eu pas mal de difficultés à sortir, qui a eu pas mal aussi de difficultés lorsqu'il est sorti, parce qu'il y a eu un pack d'errata, il y avait quand même des erreurs sur des cartes. Alors sur la quantité de cartes, il n'y en avait pas tant que ça, mais comme il y a énormément de cartes, ça faisait quand même pas mal d'erreurs. Pack d'errata qui nous a été donné lors de l'envoi de la vague 2, car ce jeu est en 2 vagues. C'est un énorme jeu, ça fait à peu près, je sais pas, ça va faire 8 ou 9 boîtes de jeu en tout, hein. Donc ça prend vraiment de la place dans la ludothèque. En tout cas, j'ai terminé toutes les aventures de la vague 1, et je voulais faire un petit classement de ces scénarios de la vague 1. Alors je voulais préciser deux choses. La première chose, c'est que évidemment, c'est un classement personnel, donc subjectif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, ce que vous auriez mis en premier, ce que vous auriez mis en dernier, qu'est-ce que vous avez pensé des scénarios. Deuxièmement, je vais essayer de spoiler le moins possible pour les viewers qui n'ont pas fait la totalité des scénarios encore, et qui veulent quand même regarder la vidéo, donc je resterai évasif sur les scènes et les dénouements, donc vous pouvez regarder cette vidéo sans avoir peur de gâcher votre plaisir lorsque vous allez faire les scénarios vous-même. Alors cette vague 1, elle était composée de 9 scénarios, 8 scénarios dans la même boîte, la boîte de base, et un scénario, la main droite du destin, qui était une boîte à part, qui était un cadeau en fait qui avait été fait pour les backers à l'époque sur Kickstarter. A noter que le jeu est en reprint parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, mais que le jeu ne sera pas tout à fait pareil, il ne sera pas packagé pareil, je crois que ce sont des plus petites boîtes, donc ce qui rend le Kickstarter finalement assez unique à l'époque. Je sais qu'ils ont perdu de l'argent sur ce jeu, et ce qui ne m'étonne pas parce que le jeu est très très luxueux, et que le pledge au final, même si c'était, si vous preniez le all-in, c'était une certaine somme, mais que c'était pas le prix qu'on aurait dû payer au final. C'est évident. Pour ceux qui ont pris le Kickstarter et qui ont été patients pendant plus de 2 ans, eh bien, on est récompensé parce qu'on a un jeu finalement, un énorme jeu de luxe qu'on a payé moins cher que ce qu'on aurait dû payer. Donc de manière générale, Solomon Kane, je trouve que c'est un excellent jeu. J'ai beaucoup aimé ce jeu, malgré plein de défauts. Les défauts, c'est donc les erreurs sur les cartes qui ont été en grande partie corrigées dans les ratapacks qu'on a reçus. Beaucoup de petites règles, à savoir que dans chaque scénario, chaque scène, vous avez des cartes découvertes qui vous modifient ou qui vous ajoutent des règles spéciales juste pour cette scène, et que parfois on a tendance à être un peu noyé sous les informations ou sous les règles à suivre en fait, et que c'est arrivé plus d'une fois que j'ai dû recommencer certaines scènes parce qu'on avait oublié quelque chose, et que ça, voilà quoi, ça défaussait le dénouement, ou ça défaussait ce qui se passait dans la scène. Ça c'est un peu embêtant, c'est vrai que c'est un jeu un peu tordu à ce niveau-là. Il faut pas avoir peur de prendre du temps, de tout bien lire et de recommencer. Le jeu au final n'est pas très fluide, le jeu est un petit peu scabreux, mais quand on arrive à mettre de côté ses défauts, on y prend énormément de plaisir, parce qu'il y a beaucoup de mécaniques différentes, il y a un grand panel d'aventures, l'atmosphère est superbe, le matériel est prodigieux, il y a vraiment des scénarios, certains scénarios qui sont trépidants, où on est vraiment accroché à son siège et où on vit l'aventure avec Solomon Kane. La mécanique générale, le concept même de jouer les vertus qui influencent les actions de Solomon Kane, c'est-à-dire que tous les joueurs jouent finalement le même personnage via des vertus différentes, des espèces d'esprits qui rôdent autour de Solomon Kane. Je trouve que c'est un concept absolument génial. La gestion de dés pour faire les actions, je trouve que c'est hyper agréable. Le petit défaut, c'est que moi je trouve au final, ayant essayé le jeu à plusieurs joueurs, dont le solo, que la configuration parfaite pour Solomon Kane, c'est 2 joueurs. À partir de 3 ou 4, il y a certaines vertus qui ne sont pas très utilisées dans certains scénarios, et on passe un peu trop de temps à donner ces dés finalement et être inactif. Ça c'est un reproche général sur tous les scénarios. Donc je pense que la configuration parfaite, c'est 2 joueurs avec 2 vertus qui restent neutres, donc on n'a pas les cartes d'action pour ces 2 vertus, mais dont on peut utiliser les actions sur le plateau tout de même, et ça permet vraiment d'être toujours actif. Le solo marche très bien aussi, la vertu solo est assez puissante, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer en solo. Voilà. Après à 3 ou 4, je trouve que il y a de la frustration chez certains joueurs qui finalement n'utilisent pas beaucoup leurs vertus au cours du scénario, si ce n'est pour donner des dés à d'autres vertus.
Alors on va rentrer dans le vif du sujet, donc le classement des aventures de Solomon Kane vague 1, en attendant que je fasse la vague 2 qui m'est arrivée il y a un mois et demi. J'ai pas commencé la vague 2 parce que j'ai d'autres jeux 1, et 2, je veux peindre toutes les figurines de la vague 2 et il y a du boulot, donc ça sera dans plusieurs mois, je vous ferai une tier list de la vague 2 de Solomon Kane. Alors on va commencer dans l'ordre, hein, de gauche à droite. On va commencer par Bruit d'ossement. Alors Bruit d'ossement, fait partie des 2 petits scénarios que les règles vous demandent d'utiliser pour appréhender le jeu. Ce sont des petites aventures, c'est une petite aventure, Bruit d'ossement, dans lequel Solomon Kane va arriver dans une auberge en compagnie d'un Français, d'un compagnon de route, et ils vont passer la nuit dans une auberge qui va se révéler assez maudite, qui est assez court, mais je trouve que personnellement c'est l'un des meilleurs scénarios de Solomon Kane. Déjà parce que c'est court, ça se fait je pense en 3 heures ça peut être fait. Il y a un très bon rythme, il n'y a jamais de ventre mou dans ce scénario. Il y a des très bons méchants, j'irai pas plus loin, parce que c'est un duo aussi qui a des très bons twists. Il y a 2 voire 3 très bons twists scénaristiques dans cette histoire, ce qui est assez remarquable dans une histoire aussi courte. Et ça peut être ça aussi le défaut de ce scénario, c'est que c'est un peu simple, il y a une unité de lieu qui peut être un peu lassante, mais en même temps ça donne une atmosphère, hein, une espèce d'atmosphère de huis clos qui est très intéressante. Donc Bruit d'ossement, moi je le classe en A. Voilà, il aurait pu quasiment être en S, mais peut-être qu'il aurait fallu pousser un petit peu plus l'histoire pour que ça soit en S. Mais en tout cas, c'est un très très bon scénario, et pas que d'introduction. Non seulement c'est un bon scénario d'introduction pour commencer le jeu, parce qu'il n'est pas trop compliqué en termes de règles, de situations, de mise en place, mais en plus, il est vraiment très bien rythmé. Très bien pensé, avec de bons personnages. Deuxième scénario, c'est La Bête de la Gironde. Alors La Bête de la Gironde, c'est une histoire de loup-garou. Alors, je spoil pas trop parce qu'il y a le loup sur la couverture, donc on s'en doute un peu. Dès le début, c'est très appréciable parce qu'on arrive dans une scène ample, dans un village, avec pas mal de villageois, donc de figurines, ça vit. Et là, on va essayer de sauver quelqu'un d'un lynchage. Il y a un homme blessé qui tente de fuir la foule en colère, et vous allez tenter de le sauver. Et c'est une scène qui est très bien menée, qui est une espèce de course contre la montre, avec beaucoup de figurants, comme je le disais. Et c'est assez trépidant de commencer directement l'aventure dans une grande scène d'action, comme ça, avec beaucoup d'adrénaline. Ensuite, il y a une mécanique très différente. On passe vraiment dans la forêt, dans laquelle on va être confronté à des loups, évidemment. Des loups, voire un gros loup. Et on va aussi rencontrer un personnage qui est super, qui est un herboriste, qui est une très belle figurine d'ailleurs. Et on va avoir une mécanique très très sympa en fin de scénario, où il va falloir trouver des plantes dans la forêt. Donc il y a toute une mécanique d'exploration avec des schémas d'herbes qu'on va associer pour essayer de se débarrasser des forces malfaisantes, voilà, pour pas aller trop dans le détail. Et c'est un scénario court, hein, c'est pareil, c'est un chapitre. Mais il y a beaucoup d'inventivité, et il y a beaucoup de situations différentes. Vous avez donc une scène de village au début avec beaucoup de gens. Après vous avez du combat avec des loups. Vous avez aussi encore une notion de course-poursuite parce que les loups veulent bouffer l'herboriste, et vous allez essayer de les en empêcher. Vous avez une mécanique où il va falloir finalement fabriquer une potion, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses très positives dans ce scénario. Il coule très bien, il est très fluide, et donc je le mets en S. Pour moi, c'est l'un des tout meilleurs scénarios de cette vague 1. Alors ensuite, on a les Cavaliers Noirs de la Mort. Alors les Cavaliers Noirs de la Mort, c'est un peu l'antithèse de La Bête de la Gironde, malheureusement. C'est une histoire en 2 actes, donc plus long, et là, il y a beaucoup de problèmes. Pourtant, on a une couverture absolument géniale, avec cette espèce de cavalier fantomatique. On a des figurines superbes qui ne servent que pour ce scénario. On a Solomon Kane sur un cheval et les 4 cavaliers noirs, qui sont des grosses figurines, hein, très bien sculptées. Donc on se dit, on va vraiment en profiter. Et puis, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que ils essayent de créer des mécaniques de poursuite à cheval, de gestion des cavaliers noirs, donc des gestions
de galop de chevaux, ce qui est très difficile sur un plateau qui est un peu plus pensé pour des gens à pied. Donc il y a un peu cette mécanique de scrolling à un moment donné, au début du scénario, où on va poursuivre les cavaliers, où on est plutôt poursuivi par les cavaliers, qu'on va retrouver dans Anastir, le jeu de Mythic Games hein, qui va sortir sur Kickstarter, enfin qui sort cette semaine sur Kickstarter, mais ça marche pas très bien, c'est assez confus, bouillon. Il y a aussi une grosse scène où les cavaliers noirs vous attaquent autour d'une forge, et là c'est un bordel monstrueux, ça se perd dans les mécaniques, tu sais plus quel cavalier, ils ont des schémas des schémas préétablis de circuits, c'est hyper confus, ça marche pas du tout. C'est vraiment dommage parce que ça fait envie quoi. Ça fait envie sur la couverture, ça fait envie sur l'histoire. Hein. C'est l'histoire de ces cavaliers fantomatiques, on sait pas où ils arrivent et on va découvrir petit à petit qu'il y a une malédiction derrière. Et c'est vraiment bien dommage quoi. Il y a aussi des trucs hors sujet pour moi, notamment on se fait attaquer par des loups et on se fait attaquer par un ours. Je vois pas trop ce que ça vient foutre là-dedans. Au niveau des plus, il y a quand même des aspects positifs. Il y a une belle mécanique dans l'acte 2. Dans l'acte 2, il se passe dans une grotte. Pas mal de l'exploration. Il y a une belle mécanique à un moment donné pour descendre à une corde dans un trou, qui est bien pensée. Il y a une belle atmosphère. Il y a aussi la mécanique des compagnons, qui, à mon sens, n'est pas assez poussée dans la plupart des scénarios. Mais là, il y en a une, avec Greta, qui vient nous aider. Et donc voilà, donc ça, c'est les aspects positifs. Mais pour le reste, je trouve qu'un scénario avec 2 actes, donc quand même assez long. Je trouve qu'il se passe pas grand chose, que c'est assez bordélique et finalement que c'est assez ennuyeux. Donc, eh bien, je le mets en D. Pour moi, c'est le plus inabouti des scénarios de la vague 1 de Solomon Kane. Et c'est une véritable déception vu la thématique et vu le graphisme du scénar, quoi. On passe à Des crânes dans les étoiles. Alors, Les crânes dans les étoiles, c'est un scénario qui se passe en Angleterre, dans la lande anglaise. Il y a une très belle atmosphère dès le départ, dans une auberge. Un peu, ça m'a rappelé d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas eu une influence d'ailleurs, ça m'a rappelé le début du Loup-garou de Londres, le film de John Landis là, du début des années 80, qui pareil, où il y a 2 touristes américains qui arrivent dans une auberge au milieu de la lande anglaise et qui sont pas très bien reçus. Et là, c'est exactement la même chose, donc évidemment, hein, c'est plutôt John Landis qui a pompé sur l'œuvre de E. Howard. Il y a cette atmosphère au début, si vous avez vu le film, c'est la même chose. Et je trouve que le début est vachement bien parce que tu te retrouves dans une auberge, les gens sont vachement hostiles avec toi, il faut aller interroger plein de gens, essayer de trouver des informations. Et après, tu t'en vas dans la lande. Et après, il y a un gamin qui essaye de te convaincre. Et là, il y a une belle mécanique qui arrive où il faut un peu se débarrasser du gamin, mais pas de manière physique, mais plutôt de manière psychologique, verbale. Et c'est là où on se retrouve face à un espèce d'esprit vengeur qui est en couverture hein, du scénario, qui est une très belle figurine d'ailleurs aussi. Et on va apprendre petit à petit pourquoi et comment il est devenu un esprit vengeur. Et là, il y a des très beaux twists, parce que ça nous emmène encore dans on va dire une deuxième couche de l'histoire, qui est assez surprenante. Et il y a une scène finale avec un suspense de ouf, où il va falloir gérer une foule, en même temps qu'un méchant, qui se passe dans des marécages, super atmosphère. Je trouve que ce scénario, qui est en 2 actes, là pour le coup tient la route sur les 2 actes. C'est vraiment un excellent scénario, très prenant, très inventif, avec des belles mécaniques. Et donc Les crânes dans les étoiles, moi je le mets en S. Voilà, ça fait partie pour moi aussi des meilleurs scénarios de Solomon Kane vague 1. Alors on passe à la plus grosse aventure de la vague 1, qui est la Flamme bleue de la vengeance, qui est en 3 actes. Donc c'est vraiment un gros pavé de, je sais plus combien, ça fait 160 pages je crois. 160 pages d'aventure. Donc ça, je me le suis gardé pour la fin. Je me suis dit, ça va bien conclure la vague 1 de Solomon Kane, cette espèce de grande aventure de pirates. Voilà la couverture là, avec ce duel au bord de la mer avec un bateau pirate sur le fond. Là, vous voyez peut-être pas très bien ce que sont petits, mais la couverture est superbe, ça donne envie. On se dit, ça y est, il y a une histoire de pirates, on va aller sur des bateaux, on va voyager. Et en fait, non.
Ça, c'est très décevant pour ça, c'est qu'on reste à terre déjà. Il y a beaucoup de pages dans ce scénario. Finalement, il n'y a pas tant de situations que ça. Il y a un moment donné où vous pouvez faire un énorme raccourci. Moi, je l'ai fait la première fois que je l'ai joué. J'ai pris une décision, ça a enlevé 30 pages de scénario. Donc c'est un peu dommage. Bon, après, vous me direz, ça permet la rejouabilité. Il y a plusieurs axes dans l'histoire, pourquoi pas. Mais je trouve que pour la plus grosse aventure de la vague 1, 160 pages, 3 actes, bah, y a pas, ça aurait très bien pu tenir en 2 actes, et je trouve qu'il n'y a pas assez de variété, quoi. Il n'y a pas assez de variété dans les mécaniques, il n'y a pas assez de variété dans les situations. Finalement, on est toujours en train de courir après des gens, on est toujours en train d'essayer de protéger son compagnon Jack ou son autre compagnon Mary. Alors ça, c'est le bon côté du scénario, c'est qu'il y a 2 compagnons et on joue un petit peu avec ça. Ça, c'est plutôt sympa. Au niveau des points positifs, il y a une petite mécanique avec le brouillard. À un moment donné, on suit des méchants et on essaye de rester discret. Il y a toute une mécanique avec des nappes de brouillard qui est plutôt intéressante. Dans les points positifs aussi, il y a beaucoup d'action. C'est vraiment un scénario avec de l'action non-stop. Donc si vous aimez principalement faire des scènes de combat avec Solomon Kane, bon, c'est un scénario pour vous. Voilà, mais je trouve que globalement, vu l'épaisseur du scénario, vu la thématique, je trouve que ça aurait pu être bien meilleur. Donc c'est pas mauvais, je le classe en C. Je le classe en C parce que c'est quand même assez décevant et ça aurait pu être bien meilleur. Je pense que ça aurait été... je pense que il n'a pas été assez bossé celui-là. Pour moi, il n'a pas été assez bossé. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est dommage. Il aurait pu être limite en B. Je le mets en C parce que moi, personnellement, ça m'a déçu, fortement déçu, parce que je l'ai gardé jusqu'à la fin en me disant ça va être la grosse épopée de Solomon Kane finale, ça va être le bouquet final. Et en fait, pas trop. Donc je le mets en C. Après, il peut être limite en B. Alors on passe à Grand Chasseur de Sorcières. Alors Grand Chasseur de Sorcières, c'est un scénario plutôt court, en 1 acte, dans lequel Solomon Kane va rencontrer un de ses collègues, un puritain, qui sème un peu la terreur dans une ville. Alors tout le truc, ça va être, est-ce que le puritain, son confrère puritain, est dans son droit, ou est-ce que c'est quelqu'un de néfaste? Ça, je vous laisse le découvrir dans le scénario. Le scénario commence très bien, avec une grosse scène au début, une grosse scène de bataille générale entre 2 clans, qui est un peu difficile à gérer au niveau mécanique, faut rien oublier, mais c'est assez trippant, je dois dire. Le scénario offre un bon dilemme, il va falloir vraiment choisir son camp. Bon, c'est pas évident à choisir, j'avoue. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, les moins, c'est que ça manque de souffle, on reste un peu sur sa fin. Je pense que c'est un scénario qui aurait pu vraiment avoir beaucoup plus de relief. Il y a un manque de variété de mécanique aussi. Il y a beaucoup de mise en place pour une histoire un peu simpliste. Voilà, ça aurait pu être mieux, on va dire. Ça, c'est la première fois qu'on rencontre un autre puritain et je trouve que c'est un peu sous-exploité. C'est dommage. Donc ce scénario, je le place en C, voilà, avec la flamme bleue de la vengeance, parce que c'est un peu pareil, il y avait un très bon potentiel, mais c'est assez décevant au final, malgré quelques qualités. Alors on passe à l'ogre, qui est un scénario avec une très belle figurine, une figurine de l'ogre, qui est un personnage absolument fascinant. Et je trouve que le scénario arrive à donner du relief à ce personnage. Je vous en dis pas plus, mais il échappe un peu au cliché, je trouve. Je trouve que c'est une histoire intéressante. C'est un scénario intéressant. On commence, la première scène commence avec une scène ultra dure. On a essayé plusieurs fois, on n'a jamais réussi vraiment à faire le score maximum. Donc faut pas se décourager en tout cas. Il va falloir peut-être que vous recommencez plusieurs fois le scénario. Vous pouvez perdre dès le début en fait. Donc c'est pas évident, c'est un scénario qui est assez dur. Il y a une scène dans une caverne avec l'ogre d'exploration qui est très intéressante, je trouve. Il y a une grosse scène en ville avec une énorme mise en place. Je pense d'ailleurs que c'est une des plus grosses mises en place de tous les scénarios, qui s'appelle le château de Beaulieu. Vous avez à la fois l'extérieur dans la rue et l'intérieur du château, donc il y a énormément de figurines, il y a beaucoup de choses à faire, et ça tombe un peu à plat, parce que en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller le plus vite possible et un peu aller sur le chemin le plus court, et c'est un peu dommage, parce qu'on laisse beaucoup de choses de côté. Finalement, les 3/4 des personnages et des situations dans cette scène ne servent à rien. Donc voilà, c'est un peu du gâchis, c'est dommage. Ouais, la fin est un peu
décevante également de ce scénario. Voilà, la fin est un peu précipitée, un peu simple. Voilà, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment un scénario hyper intéressant avec un personnage absolument fascinant, très belle atmosphère, mais qui est un peu, rétrogradé par un manque de travail dans les scènes et une fin un peu en jus de boudin. Donc l'ogre, je le place en B. Voilà, c'est un scénario correct dans la moyenne, mais qui aurait vraiment pu faire partie des meilleurs avec un peu plus de variété dans les mécaniques, avec avec une fin un peu plus trépidante. C'est vraiment dommage. La montagne hantée. Alors la montagne hantée, on va être confronté à des moines et des poltergeists. Un village est envahi de poltergeist et Solomon Kane enquête et il va se retrouver dans un monastère avec évidemment une malédiction, parce que c'est souvent ça les histoires de Solomon Kane. Alors là ça fait partie des scénarios assez décevants. C'est un scénario en un acte, donc assez court, mais il se passe pas grand chose. On va d'abord combattre les poltergeists en ville, ensuite on va aller dans la montagne pour essayer de les emprisonner, un peu à la manière d'un Ghostbusters, avec les moines, et ça se finit dans une grotte avec un grand méchant qui manipule tout. Donc c'est une histoire assez simplette, un peu décevante, je trouve que pour une histoire de fantôme qui démarrait bien, avec ce village qui est envahi par les poltergeists, c'était sympa, c'est un manque de développement. Voilà, je pense que c'est un scénario qui aurait vraiment mérité d'être en 2 actes, au lieu d'être en un seul acte. D'autant plus que la fin dans la grotte est très sympa, les mécaniques sont sympas, c'est assez tripant à la fin, et donc voilà, je classe ce scénario en C. Malheureusement, il pourrait être limite en B. On peut le mettre en B, je pense. C'est limite C, limite B. Bon, on va le mettre en B pour être sympa, mais il aurait pu être plus haut. Quoique, il est quand même un peu en dessous de l'ogre. Donc je le place en C, mais il aurait pu facilement se glisser en B avec une histoire plus développée. Et enfin, nous arrivons au dernier scénario, qui est la main droite du destin, donc qui est ce scénario en supplément qui a été donné aux premiers backers à l'époque, qui avait fait le all-in, donc qui est dans une boîte à part, et dans lequel Solomon Kane va combattre une main qui est autonome, qui est possédée. Vous avez une belle petite figurine de main arrachée dans la boîte, et donc c'est un peu une espèce de duel contre un monstre finalement, parce que cette main est particulièrement cruelle et maléfique. Et ce scénario, c'est pareil, ça fait comme Bruit d'ossement, ça fait partie des scénarios sur lesquels on vous oriente pour commencer le jeu, parce que il est assez court, c'est un acte. Il y a une unité de lieu, alors un peu moins que Bruit d'ossement, mais il n'y a pas trop de mise en place, il n'y a pas trop de variété de lieux, ce qui fait que c'est plus facile à aborder que, on va dire, que les gros scénarios, quoi. Et pourtant, c'est un excellent scénario. L'histoire est super, il y a des très bonnes mécaniques, et notamment une mécanique absolument unique, je crois, dans les scénarios de la vague 1, c'est qu'à un moment donné, vous allez choisir soit de jouer Solomon Kane, soit de jouer uniquement les vertus. Vous allez avoir ce choix. Voilà, donc vous pouvez vous retrouver sur le plateau avec uniquement les vertus sans Solomon Kane, ou Solomon Kane sans les vertus. Et ça, c'est très très osé, on va dire. Ça, je crois que c'est... Enfin, je suis sûr même que ça se voit que dans ce scénario. Et il y a un super duel final, qui est digne d'un film d'horreur, dans lequel la main maudite va venir dans votre chambre d'auberge essayer de vous tuer. Enfin, pas vous tuer vous, mais bon, je ne spoil pas. Mais en tout cas, vous avez un combat final entre cette main maléfique et Solomon Kane, avec une très belle mécanique pour jouer cette main. Où il va falloir la trouver, parce qu'évidemment elle est petite, elle se cache, donc on a cette espèce d'angoisse de combattre une espèce d'araignée rampante, et je trouve que c'est un magnifique scénario, super efficace, et donc je le passe en S. Voilà, ça fait partie des meilleurs scénarios de Solomon Kane pour moi. Et bien voilà mon classement des scénarios de la vague 1 de Solomon Kane. Alors est-ce que vous m'avez trouvé trop dur, ou au contraire trop cool avec cette vague 1? Dites-moi ce que vous préférez comme aventure, si vous êtes d'accord avec mon classement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au Troll Savant pour d'autres vidéos et à activer la cloche. Voilà, et bien écoutez, à la prochaine pour la vague 2 de Solomon Kane dans quelques mois. Ciao!